ça fait déjà 15 ans que nous organisons la cérémonie restitution des noms et chaque année, il y a de nouvelles questions qui se posent en lien avec la cérémonie. Ces questions-là, on les entend un peu partout en faisant la queue pour lire les noms ou dans les réseaux sociaux, à d'autres occasions aussi. Et je me permets de vous rappeler que en 2018, quand le mur de la mémoire a été inauguré au cimetière de Communarca, il y a eu une situation paradoxale. Les proches des victimes qui ont été fusillées ont beaucoup insisté pour avoir un monument. Tantôt il n'y avait pas d'argent, tantôt il y avait d'autres obstacles, et ils ont donc fait construire un petit monument qui citait le poème d'Akhmatova, que j'aimerais tant les nommer tous. Et donc en 2018, on a eu l'impression qu'enfin tout le monde a été nommé. Or, ce n'était pas le cas puisque finalement, on a compris que les listes ne sont pas complètes. Et puis dans ces listes, il y avait aussi des personnes que peut-être on n'avait pas envie de nommer, puisque ces gens ont été réhabilités, mais puisque ces personnes avaient été fusillées, mais avant d'être fusillées, ces gens avaient servi au NKVD. Et à côté, il y en avait d'autres qui n'avaient pas fait pire chose, mais eux, ils n'ont pas été réhabilités. C'est une question difficile. Je me souviens très bien de ce scandale et effectivement, les opinions s'étaient beaucoup divisées à ce moment-là et des polémiques, des débats ont été vraiment enflammés et on pouvait effectivement même s'en étonner. Mais en réalité, on s'est retrouvé dans le rôle d'otage du système soviétique, puisque les premières réhabilitations avaient commencé au lendemain de la mort de Staline et sous Khrouchtchev. Et la question s'est posée alors de savoir ce qu'il faut faire. Et les principes qui ont été adoptés à ce moment-là étaient différents de ceux qui ont été pratiqués par la suite, à la fin de l'époque soviétique. Donc, sous Khrouchtchev, la réhabilitation a porté un caractère judiciaire. Ça a été fait par les décisions de la justice, alors que par la suite, c'était par le parquet. Mais là, on est face à une confusion entre la réhabilitation et la glorification. Donc, on confond les deux notions alors que c'est pas du tout pareil. De quoi s'agit-il? Nous sommes face à des victimes de répression politique qui ont été inculpées et condamnées pour des inculpations fausses. Et il est évident qu'il faut les réhabiliter. Or, qu'avait fait le pouvoir soviétique sous Khrouchtchev? Ils avaient choisi de réhabiliter ceux qui leur étaient proches, ceux qui étaient les leurs, et ils ont refusé de réhabiliter ceux qu'ils ne considéraient pas comme étant les leurs. Et déjà sous Khrouchtchev, on comprenait que Kamenev, Zinoviev, Boukharine avaient été des victimes innocentes des répressions, mais ils ne se sont pas pressés de les réhabiliter, puisque dès le début, ils avaient cru que réhabiliter, c'est inclure dans le panthéon de héros soviétiques. Or, c'est faux. Et il est faux de penser, il est erroné de penser que réhabiliter signifie de dire que la personne s'était bien comportée, avait été bonne. Non, ça ne veut pas dire ceci. Ce que la réhabilitation veut dire, c'est que la personne avait été réprimée de façon injuste et donc, en fait, quand on réhabilite, on annule la décision du tribunal ou d'un organe extrajudiciaire qui porte sur une affaire, un dossier concret. Par exemple, si quelqu'un a été accusé, inculpé d'avoir été un espion britannique et cette personne a été fusillée pour cela. Mais après, on se rend compte que tout le dossier est monté de toutes pièces. Donc, il est évident qu'il faut réhabiliter cette personne, même si on découvre que cette personne avait occupé un poste élevé au sein du NKVD et que cette même personne avait elle-même violé la loi ou avait participé à des répressions ou encore à la décolonisation, donc
une véritable répression de masse contre les paysans. Si nous expliquons tout le temps aux gens que la réhabilitation n'est pas une glorification, on obtiendra un jour des résultats. Alors j'ai une question à ce propos en tant que l'une des organisatrices de la cérémonie restitution des noms. Quels sont nos principes? Nous savons que parmi les noms qu'on est censé lire, il y a beaucoup de noms, un certain nombre de noms qu'on ne souhaiterait pas lire devant la pierre des Solovki. Et à côté, il y a beaucoup de gens qui ont été réprimés et qui sont des victimes, qui ne font pas partie de la liste des réhabilités. Alors, comment peut-on, nous, prendre des décisions? Comment peut-on agir? Alors, notre loi qui porte sur la réhabilitation dit qu'il n'est pas possible de réhabiliter les personnes qui avaient commis des crimes contre le système de la justice. Donc, ça veut dire quasiment tous les membres du NKVD. Ça concerne aussi les membres du parquet, de la justice, puisqu'ils avaient violé la loi. Et donc, on a une situation suivante. Du point de vue de la loi sur la réhabilitation, ces gens-là ne doivent pas être réhabilités et on peut les identifier en suivant ce principe, mais en même temps, on sait très bien que les lois ne sont pas parfaites. Il y a d'autres points dans la loi sur la réhabilitation qu'il est difficile d'accepter. Bien sûr, il y a les crimes de guerre, là tout est clair. Par contre, les articles qui condamnent la trahison de la patrie ou l'espionnage, ça devient plus compliqué. Et que faire avec les participants au mouvement de résistance, d'insurrection contre le pouvoir soviétique? Donc la loi sur la réhabilitation prévoit que les gens qui avaient lutté avec les armes ne sont pas concernés par la réhabilitation. C'est justement de cela que je voulais parler avec vous, puisque durant le procès contre Mémorial, qui a conduit à la fermeture de Mémorial, vous avez été le seul à avoir été nommé puisque vous aviez appelé terroriste Kuznetsov, et puis d'autre part, et là c'est plus large que vous-même, il a été évoqué le fait que dans la base des victimes des répressions de Mémorial figurent les résistants ukrainiens, lituaniens, estoniens, lettons qui ont lutté contre le pouvoir soviétique et que les autorités actuelles appellent nationalistes, fascistes, collabos. Alors, que faire? Donc, si on se projette dans une belle Russie future, que devra-t-on faire avec cette loi sur la réhabilitation, la loi de 91? Il y aura peut-être des amendements, de nouvelles lois. Alors, que devra-t-on faire? Et notamment, que devra-t-on faire avec les cas de ces individus qui étaient des vrais antisoviétiques parce qu'ils avaient lutté pour l'indépendance de leur pays, y compris avec des armes. Que doit-on faire à leur égard du point de vue éthique et en tant qu'organisateur de la cérémonie restitution des noms? Maintenant, s'il s'agit de commémorer ceux qui sont morts en luttant contre le pouvoir soviétique, nous sommes avant tout obligés de dire exactement ce que c'est le pouvoir soviétique. Le pouvoir soviétique, c'est un régime totalitaire, terroriste, qui doit être condamné au même titre que le régime nazi, puisqu'il était basé sur une idéologie anti-humaine qui a cherché à changer de façon coercitive la nature humaine. Par exemple, ce que les bolcheviks ont fait par rapport à la propriété privée. Donc tous les principes, tous les fondements du régime soviétique ont fait de la Russie soviétique un pays anormal. Et alors, si on a reconnu cela,
Si on l'a dit, il devient beaucoup plus simple de traiter tous les autres problèmes, toutes les autres questions. On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on nomme les choses. Et sinon, il n'est pas possible. Nous devons, si on a dit cela, on dira ensuite que toutes les formes de résistance au pouvoir soviétique, toutes les formes de lutte contre le pouvoir soviétique, ce sont des formes de lutte pour la liberté humaine. Et là, on reconnaîtra qu'il faut inclure dans notre base de victimes tous ceux qui ont été réprimés pour des raisons politiques, quel que soit leur statut du point de vue de la réhabilitation, puisqu'on a des cas, des gens qui ont été réhabilités pour certaines inculpations, mais pas pour les autres. Ils sont tous des victimes du régime, mais chacun porte une responsabilité personnelle. Par exemple, quelqu'un qui a pris des armes pour tuer les militants pro-communistes, il porte une responsabilité pour ces actes violents, mais pas pour des raisons politiques. Quand on ajoute la politique, on obtient une situation d'étiquetage, où on met des étiquettes, celui-ci est un collabo, celui-là a servi je ne sais pas qui. Si on prend l'exemple de ce scandale qu'il y a eu, il venait de la présence dans la base des données de quelques personnes qui ont servi les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais s'ils ont été inclus dans notre base, c'est parce qu'ils avaient été réhabilités, c'est parce qu'ils avaient été réprimés avant la guerre. Ce qu'ils ont fait pendant la guerre, une fois sortis des camps, c'est une autre question. C'est pas pour ça qu'ils ont été inclus dans la base. Qu'en fait, aujourd'hui, quand on inclut quelqu'un dans la base des données, on le perçoit comme si on lui donnait une attestation de bonne conduite pour toute sa vie. Ce n'est pas le cas. On a vu aussi inclus dans la base de données les gens qui ont été réhabilités dans leurs pays respectifs, en Lituanie, en Ukraine. Que doit-on faire? Doit-on respecter les décisions des justices nationales ou bien on recuse leurs décisions? Là, c'est une question de principe. Si vous demandez mon avis, je pense que si ces gens ont été réhabilités dans leurs pays respectifs, nous, Mémorial, puisque nous respectons la législation internationale et que nous respectons aussi notre constitution qui postule la primauté du droit international, donc on doit respecter les décisions des justices des anciennes républiques soviétiques. Et donc, il faut inclure leur nom dans notre base. Et ma deuxième idée, c'est qu'il faut inclure dans la base de données tous les noms des réprimés, y compris ceux qui n'ont pas été réhabilités, en précisant à chaque fois pourquoi la personne a été ou n'a pas été réhabilitée. Alors, si on obtient cette base des données extrêmement complète, dans ce cas-là, lorsque nous allons organiser les cérémonies des restitutions des noms dans différentes villes, chaque participant à ces cérémonies pourra décider s'il veut ou pas lire telle ou telle catégorie des noms. Oui, on peut dire ainsi. On peut imaginer une situation où on propose des fiches, voilà, membre du parti, non, je refuse de lire son nom. Alors, vous avez aussi parlé des répressions, des crimes commis contre les citoyens de son propre pays, mais aussi contre les citoyens d'autres pays, de pays voisins. Et je pense qu'il faut qu'on se pose la question donc qu'est-ce que notre cérémonie, la restitution des noms, quel sens prend-elle en 2022 quand on assiste à de nouveaux massacres, nouvelles tragédies, quand aujourd'hui en 2022 des gens meurent et nous on est en train de commémorer les personnes mortes il y a 90 ans qu'on ne pourra pas sauver. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que signifie dans ce contexte-là la cérémonie restitution des noms?
Je pense que cette cérémonie, qui a déjà une longue tradition, elle a trouvé elle-même, cette cérémonie, son chemin. Chacun qui a lu les noms précédemment, les participants à cette cérémonie, quand ils lisaient les noms des différentes personnes, souvent les gens ajoutaient les noms de leurs proches réprimés. D'autres ajoutaient les noms des personnes détenues actuellement. Donc de toute façon, il y avait ce lien très fort entre le passé et le présent, et chaque participant pouvait exprimer sa propre vision de ce qui est la justice et de ce qui est une injustice. Et c'est ce sens-là qu'on retrouve aujourd'hui dans l'action, dans la cérémonie restitution des noms. Et ce qui, c'est les crimes du passé et qui n'ont pas été assez réfléchis, ils conduisent aujourd'hui à de nouveaux crimes. Si dans la Russie post-soviétique, le passé avait été réellement travaillé, on n'aurait pas eu besoin de lutter pour le respect des droits humains dans la même mesure que ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il n'y aurait pas eu aujourd'hui une telle violation des droits humains et des libertés comme ce qu'on observe aujourd'hui. Et c'est pour cela que le passé et le présent sont très liés. On a l'impression que la cérémonie restitution des noms, c'est une façon de parler des valeurs. Et si on est d'accord avec l'idée qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit de tuer les humains en 1937, ça nous conduira à la conclusion qu'on n'a pas le droit de tuer les hommes et les femmes en 2022. Bien sûr, on parle des valeurs qui devraient être sacrées. Si l'État réprime des gens pour des raisons politiques, cet État n'a pas le droit d'exister. Et si aujourd'hui des États héritent de ces pratiques répressives et qu'ils les développent, qu'ils les justifient, ces États n'ont pas le droit d'exister, ils n'ont pas le droit de se faire appeler État de droit.